France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bienvenue au Parlement européen où l'on se pose actuellement une question. Assiste-t-on au flux ou au reflux de la droite radicale et des populistes dans l'Est de l'Europe? Nous vivons un moment crucial d'élections qui se succèdent en Europe centrale et orientale qui pourrait faire basculer l'unité des 27. Ainsi, la Roumanie vient de voter pour élire comme président un candidat pro-européen, Nicus Orban, contre un homme, George Simeon, qui se présentait comme un grand admirateur de Donald Trump et hostile à l'aide à l'Ukraine. Oui, alors en Pologne, le premier tour de la présidentielle a vu le candidat maire de Varsovie, le pro-européen Rafał Trzaskowski, arriver en tête, mais avec un point d'écart avec l'historien nationaliste Karol Nawrocki, soutenu par le parti ultra-conservateur Droit et Justice, le PiS. Le second tour, le 1er juin, sera donc très disputé, arbitré d'ailleurs par un entrepreneur multimillionnaire du parti d'extrême droite Confédération. Alors, le Premier ministre actuel, Donald Tusk, et l'Union européenne s'inquiètent en cas de cohabitation dure avec le PiS d'un blocage de toutes les réformes visant à restaurer l'état de droit en Pologne. Autant d'élections qui posent une question. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban pourrait-il se trouver bientôt des alliés pour ralentir l'aide à l'Ukraine alors qu'il était jusqu'ici isolé? On pense aussi à la Slovaquie du Premier ministre Robert Fico qui lui prête parfois main forte dans sa rhétorique pro-russe et anti-Union européenne. Pour en parler, nous recevons trois invités. Lubica Karvašová, bonjour. Eurodéputée slovaque, vous siégez au groupe Renew ici à Bruxelles, au centre de l'hémicycle. Mais votre Premier ministre, on vient de le dire, Robert Fico, était le seul dirigeant de l'Union européenne au défilé militaire de Poutine le 9 mai dernier. Avec nous aussi George Pipera, bonjour, eurodéputé roumain du groupe conservateur et réformiste à la droite de l'hémicycle. Vous souteniez le candidat Simeon défait de justesse lors des élections en Roumanie. Et puis Chloé Ridel, bonjour, eurodéputée du groupe des socialistes et démocrates ici au Parlement. Chloé Ridel, vous connaissez bien cette Europe de l'Est. Est-ce que vous reconnaissez un moment de bascule, de vérité avec les élections déterminantes qui sont en train de se jouer ? Ça fait longtemps que ce moment de bascule, il s'opère parce qu'en Europe de l'Est, en Europe centrale et orientale, il y a des problématiques très particulières. Il y a eu ces dernières années beaucoup d'inflation. Pendant la crise inflationniste, nous, on a connu des taux d'inflation déjà élevés, par exemple en France, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'ont connu des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, comme la Bulgarie ou encore la Slovaquie, même la Hongrie. Et puis vous avez aussi une émigration très forte dans ces pays-là. En Roumanie, c'est moins 20% de la population qui a disparu, qui est partie en Europe de l'Ouest pour beaucoup depuis l'adhésion à l'Union européenne. Donc ça crée une forme d'angoisse de la disparition, une forme d'angoisse identitaire. Et il y a des politiciens qui viennent souffler sur ces braises-là. Donc je crois que la réalité... Il y a des peuples qui se tournent vers l'extrême droite de plus en plus. Il y a une gauche qui disparaît dans ces pays-là, même si en Roumanie, on voit bien que c'est un candidat démocrate et pro-européen qui a fini par l'emporter. Donc il ne faut pas non plus tout mettre dans le même sac. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le problème des pays d'Europe centrale et orientale, c'est une question sociale. Et il faut la traiter comme ça. C'est le besoin d'infrastructures de santé, d'infrastructures d'éducation, de qualité, le besoin de lutter contre la corruption qui reste élevé dans certains pays. Et donc, ça n'est pas les partis d'extrême droite qui vont répondre à ces préoccupations qui, à mon avis, sont très fortes dans la population. Alors, parlons de cette élection en Roumanie. Elle était particulièrement scrutée par l'Europe puisqu'une première élection au mois de décembre avait dû être annulée pour ingérence russe. Elle a été remportée par le pro-européen Nicus Orban à 54% des voix. On l'écoute. Lors de l'élection d'aujourd'hui, une communauté de Roumains désireux d'un profond changement en Roumanie a gagné. Il y a aussi une communauté qui a perdu. Une communauté qui est tellement indignée qu'elle croit que la solution pour la Roumanie est la révolution. Et il est de notre devoir de convaincre ces personnes. Alors, Lubica Karvašová, vous avez certainement suivi cette élection en Roumanie. C'était une élection importante pour l'Union européenne. Il fallait qu'elle soit remportée par un pro-européen. Tout d'abord, je voudrais vraiment saluer et félicitations pour le peuple roumain.
qui a choisi l'Europe, qui a voté pour l'Europe avec le candidat Nico Jourdain. On avait beaucoup d'échanges au sein de mon groupe Renew, aussi sur qu'est-ce qu'on attend des élections en Roumanie, parce que comme vous avez dit, c'est vrai que c'est très dangereux de voir des candidats populistes ou d'extrême droite vraiment essayant de tourner la page et de vraiment nous éloigner de l'Europe, des valeurs démocratiques, des valeurs de la liberté en Europe, ce qui nous tient vraiment au cœur. Donc c'était extrêmement important aussi pour l'Europe centrale et orientale, mais pas seulement. Je dirais que c'était très important aussi pour l'Europe en tant que tel, de voir qu'il y a vraiment une force pro-européenne qui est vivante dans la région de l'Europe centrale et orientale et qui est vraiment un esprit de lutter pour l'Europe. Donc, alors, Georg Pipera, vous souteniez l'autre candidat, Georges Simeon, qui d'ailleurs conteste le résultat de l'élection, alors que les scores sont assez tranchés, 54%, 46%. Vous ne croyez pas qu'il y a eu finalement un sursaut de participation, effectivement, comme le dit votre collègue, peut-être pro-Europe et pour l'aide à l'Ukraine aussi dont Georges Simeon avait dit qu'elle n'allait plus aider, peut-être même essayer d'avoir une grande Roumanie, enfin annexer une partie de roumanophones de l'Ukraine. Ça n'a pas inquiété, ça? On est européen et aussi on est très lié des valeurs européennes. A priori, la légitimité du nouveau président de la Roumanie est indiscutable, mais il y a des soupçons. Deuxièmement, on parle maintenant d'environ 5,3 millions de personnes qui ont voté pour Georges Simeon, c'est-à-dire 46% de la population. C'est une portion très substantielle de la population votante. Ça veut dire que même si on est pour les valeurs européennes, il y a quelques préoccupations de la population sur la bureaucratie européenne, sur les échecs de la bureaucratie européenne, sur la corruption de la bureaucratie européenne. Et c'est pour ça parce que la population roumaine a voté pour Georges Simeon. La Roumanie est un des pays les plus corrompus d'Europe dans toutes les études de Transparency International. Oui, donc que vous pointez du doigt Bruxelles, c'est un peu bizarre, non? C'est ça. Et on est contre cette tendance de rester la plus corrupte pays de l'Union européenne. Et quand on parle de 46% de la population votante, on ne peut pas être pour cette idée qui est complètement inadéquate de cordon sanitaire. On ne peut pas dire que 46% de la population est extrémiste parce qu'ils votent extrémiste. Ça veut dire que la population, dans une sorte un peu inhabituelle, a protesté contre ce qui se passe ici dans l'Union européenne. Parce que la guerre... Et l'Ukraine? L'Ukraine a joué? Oui, bien sûr. Il y a une très grande portion de la population roumaine qui ne veut pas continuer cette guerre parce que cette guerre n'a une fin et qui ne veut pas continuer à aider l'Ukraine pour se ruiner, pour se détruire. Alors Chloé Ridel, lors de la première élection présidentielle en Roumanie en décembre dernier, la Russie avait été accusée d'ingérence massive via le réseau social TikTok pour favoriser un candidat radical inconnu, à si bien que l'élection avait été annulée. Est-ce qu'on a eu raison d'annuler cette élection à l'époque? Je vous pose la question parce que ça a créé une forme de précédent et on voit qu'aujourd'hui, le candidat perdant ne reconnaît pas sa défaite. Cette élection en Roumanie, elle a été annulée sur des preuves. Il y a des documents qui ont été déclassifiés avant que la Cour constitutionnelle roumaine annonce qu'elle allait annuler l'élection parce qu'il y avait eu des déstabilisations majeures, des ingérences étrangères, russes en l'occurrence, sur TikTok avec un candidat qui a été porté par des faux comptes financés depuis l'étranger. Et il faut savoir qu'en Roumanie, vous avez la moitié de la population qui est sur TikTok. C'est un des pays de l'Union européenne où la population est le plus sur ce réseau social. Donc moi, j'aurais préféré qu'on n'ait pas eu besoin d'aller jusqu'à annuler cette élection et qu'on ait été capable de prévenir en amont l'ingérence et la déstabilisation. Parce que maintenant, on y est habitué. À chaque élection en Europe, vous avez des tentatives de déstabilisation, d'ingérence étrangère,
de désinformation qui passe par les réseaux sociaux. Et on ne fait rien pour l'en empêcher, pour le prévenir, alors même que nous avons des lois européennes comme le Digital Services Act qui nous permettraient de le faire. Et on ne les applique pas. Monsieur Simeone, on ne peut pas faire une double standard parce que si on parle d'interférence, ingérence étrangère, on doit aussi voir les soupçons d'intervention du gouvernement et des services secrets français et aussi de la Moldavie. Alors les services secrets français qui nient évidemment. Ce qu'il appelle des soupçons d'ingérence, c'est un soutien peut-être de Valérie Ayé, qui était la chef du groupe Renew au candidat d'en face. Oui, je crois que ça se fait assez régulièrement. Et pour ce qui est du reste des accusations, après, je crois que le ministère des Affaires étrangères français a rétabli la vérité. Et puis s'il y a une enquête, elle le prouvera. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Alors passons quand même au chapitre qui nous intéresse aussi, très attendu par les Européens, la présidentielle en Pologne, avec deuxième tour, je le disais, le 1er juin, pays qui a été dirigé pendant 8 ans par le parti ultra-conservateur, le PiS, avec un bras de fer permanent avec Bruxelles pour sa remise en cause de l'indépendance de la justice et de l'état de droit. Il y a 1 an et demi, alternance avec l'arrivée au pouvoir donc, du pro-européen Donald Tusk, mais il risque à nouveau d'être en cohabitation très dure. Si le PiS gagne la présidence, ça aura un impact fort pour l'UE? Oui, comme vous avez dit, vraiment l'effort et les attentes des Polonais pour rétablir l'état de droit en Pologne, mais aussi la trajectoire pro-européenne et pro-démocratique a commencé vraiment avec les élections parlementaires qui ont lieu en octobre 2023. Et cette lutte est toujours, se continue. On est en train de continuer la lutte pour vraiment arriver aux promesses que ce gouvernement de Donald Tusk a données aux citoyens pendant son mandat. Donc, bien sûr que le président polonais a beaucoup de compétences. Il est extrêmement important pour vraiment prendre des décisions législatives. Soutien indéfectible à l'Ukraine, parce qu'on parlait du rôle de l'Ukraine. La Pologne de Donald Tusk, c'est oui, à l'Ukraine, on l'aide. Bien sûr, mais ce n'est pas que l'Ukraine, c'est une image un peu plus large qui est liée à vraiment de rétablir l'état de droit. Et pour ce spécifique objectif de ce gouvernement polonais, c'est extrêmement important d'avoir un président qui est en train de soutenir l'idée de l'établir l'état de droit et qui ne va pas lutter contre cet objectif. Donc c'est vraiment, on le voit de très proche, on le suit de très proche parce qu'il y a beaucoup d'influence en Europe centrale et orientale parmi les pays et parmi ce qui se passe dans la situation politique. Alors, György Pipera, le parti Droit et Justice en Pologne, siège avec vous ici au Parlement européen au sein du groupe des conservateurs et réformistes. Vous soutenez son candidat, Karol Nawrocki. Vous l'appelez à faire alliance avec l'extrême droite au second tour de l'élection pour faire la bascule et changer de politique sur l'Ukraine? Bon, je suis vice-président de ce groupe ICR et le titre d'extrémiste, c'est un titre faux. On est conservatoire. On est conservatoire et aussi... Je parlais du parti polonais en l'occurrence. Oui, le PiS est aussi une partie conservatoire. Si on fait se taire les voix des élus, des peuples qui ont voté pour des extrémistes, ça veut dire faire se taire la voix. Les voix des citoyens. Maintenant, même en Pologne et aussi en Roumanie, les citoyens européens voient les valeurs européennes s'effacer. Et ça, c'est choquant. C'est très choquant d'avoir une Europe qui censure, qui pratique la censure de liberté de l'opinion. Et aussi, en quoi elle pratique la censure? L'Ukraine, ce n'est pas une solution pour ça. Ça risque de devenir un problème soi-même. Effectivement, la Pologne, Chloé Ridel, c'est un grand pays, 38 millions d'habitants, déterminant comme cœur, moteur européen aussi pour la défense de l'Europe et de l'Ukraine. Vous craignez un retour de bloc de gouvernement qui reculerait sur le soutien, l'aide à l'Ukraine. Et pour l'instant, Viktor Orban était assez isolé au Conseil européen dans son refus de donner davantage d'aide. Il l'est de moins en moins, Viktor Orban isolé. Et tous les pro-russes au sein de l'Union européenne sont financés activement et soutenus activement par le régime de Vladimir Poutine, qui, encore une fois, ne s'attaque pas à l'Ukraine quand il envahit l'Ukraine, pas seulement à l'Ukraine. Il s'attaque aussi à l'Europe, à son modèle,
qui exerce une attractivité sur des pays comme l'Ukraine, comme la Moldavie, comme la Biélorussie, que Vladimir Poutine veut conserver sous son contrôle et sous sa domination. Il faut combattre ce rapprochement avec la Russie de Poutine qu'on voit aussi malheureusement en Slovaquie, avec Fico qui s'est rendu au défilé militaire Pourquoi russe il s'est rendu seul qui ont lieu tous les années le 9 mai. Parce qu'il faut qu'on reste, nous les Européens, en soutien de l'Ukraine au moment où elle est en plus trahie par les États-Unis. Le gouvernement de Robert Fico estime qu'ils font la politique souveraine, qu'ils font la politique étrangère à 360 degrés. C'est le motto du gouvernement slovaque. C'était vraiment la honte que le Premier ministre slovaque, en tant que seul dirigeant de l'Union européenne, s'est rendu le 9 mai. Ce qui est en fait en Europe, c'est la journée de l'Europe. Ce n'est pas la journée de la fin de la guerre, c'est 8 mai en Europe. Donc à ce jour-là, au lieu de vraiment être avec nos partenaires européens, de l'Union européenne, de l'OTAN, sur la sécurité européenne qui nous tient tous au cœur, et l'Ukraine est une partie de la réponse. Le Premier ministre slovaque s'est rendu à Moscou pour vraiment faire une politique de servilité. Il n'y a aucune souveraineté qui se passe dans la politique slovaque. Et c'est ça le problème. La servilité aux autocrates qui essayent de détruire le modèle européen, de le remplacer par quelque chose qui est autocratique. Et ça, on ne veut pas le voir en Europe qui est la fondateur des valeurs de la liberté d'expression aussi et de la démocratie. Merci à vous tous d'avoir très bien illustré ce débat, débat qui va se poursuivre encore à l'issue d'autres élections à venir. Merci Caroline, merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.